Bonsoir Yann Braud-Pivet. Soyez la Bonsoir. bienvenue dans cette émission. Vous êtes présidente de l'Assemblée nationale, députée des Yvelines. Je vais vous interroger avec Benjamin Duhamel. Je voudrais tout d'abord avoir votre réaction à ces mobilisations. Depuis jeudi, elles sont pour partie, même plutôt majoritairement, spontanées. On voit des gens un peu partout en France, alors pas uniquement dans les grandes villes, qui se réunissent. La grande majorité de ces rassemblements se passe dans le calme. Il y a des débordements aussi, on va y revenir. Ça vous inspire quoi? On voit que la mobilisation des Français ne faiblit pas, qu'il y a beaucoup d'émotions dans le pays, qu'il y a de la colère aussi chez certains de nos compatriotes. Donc ça me préoccupe. Pour tout vous dire, ça me préoccupe parce que nous sommes dans un pays qui a besoin de se réformer et qui a besoin de se réformer par le dialogue, par la concertation. Et c'est vrai que lorsque l'on voit des blocs comme ça qui s'affrontent les uns contre les autres, c'est pas bon signe. Et donc ça interpelle la femme politique que je suis. Madame Braud-Pivet, la permanence d'Éric Ciotti a été vandalisée. Les permanences de Guillaume Gouffier-Valente, Brigitte Klinkert, la sénatrice Amel Gacquerre ont été vandalisées également. Le député de votre parti, Carl Olive, est venu chez RMC ce matin accompagné d'une protection policière. On pourrait citer également Agnès Evren, élue des Républicains, qui a publié aujourd'hui les menaces de mort dont elle est la cible. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut essayer de dézoomer un petit peu. Les violences contre les élus ne cessent d'augmenter. L'année 2022, on en a répertorié plus de 32% par rapport à l'année précédente. Donc on a un mouvement qui est un mouvement de fond, avec des violences qui augmentent de façon récurrente. Rien que depuis le début de cette mandature, c'est près de 50 parlementaires qui ont été menacés, soit de mort, soit avec des permanences dégradées. Et là, on voit qu'effectivement, depuis quelques jours, ce mouvement, alors je ne veux pas dire qu'il s'accélère, mais en tout cas, il est toujours présent et on voit des élus de tous bords qui se font à qui la faute, Madame Braud-Pivet? Parce que les syndicats nous disent, Philippe Martinez nous a dit à la mi-journée, nous avions prévenu. Dans un courrier, nous avions prévenu que cela arriverait. Non, mais parce que nous ne sommes pas écoutés. Non. À qui la faute? Quand je vous dis que c'est un mouvement de fond de violence contre les élus, la faute, elle est imputable à ceux qui exercent ces violences. Là, il n'y a pas de débat. Et moi, je ne veux pas entendre qui a provoqué cette violence, qui a provoqué cette colère, surtout quand on voit que, comme je vous l'indiquais, depuis 2022, c'est plus de 30% de faits de violence contre les élus. Donc ça indique surtout que nous avons une démocratie qui ne va pas bien, où certaines personnes estiment qu'il faut passer par la violence contre ceux qui s'engagent, et qui se dévouent corps et âme pour l'intérêt général. Oui, mais vous utilisez les mêmes arguments que les gens qui sont opposés à vous politiquement, j'entends. La démocratie ne va pas bien, c'est ce que vous disent les opposants. Les filles vous disent, vous n'avez pas été dans un processus démocratique, vous ne nous avez pas écoutés. Alors, LFI... les syndicats disent la même chose. Ouais, alors, attendez, il faut remettre un petit peu l'église au milieu du village. LFI est le groupe politique qui a joué l'obstruction à l'Assemblée pendant l'intégralité du débat des retraites et qui a empêché le débat. C'est très clair. Moi, j'ai présidé des nombreuses heures de débat et j'ai donné la parole continuellement au même groupe, portant les mêmes amendements à la virgule près, et ils ne souhaitaient pas le débat, ils faisaient des interventions qu'ils avaient pré-rédigées et ils les déclamaient. Et eux vous répondent, Madame Braud-Pivet, et eux répondent que vous avez utilisé des procédures raccourcissant le temps parlementaire, au Sénat que la procédure de vote bloqué a été engagée. Donc là encore, il y a une sorte de dialogue de sourds sur ce que vous mettez en avant, à savoir le principe même de la démocratie qui aurait été bafoué ou non. Non, pour moi, ce n'est pas un dialogue de sourds et il faut vraiment revoir les choses telles qu'elles sont. Lorsque l'on regarde l'obstruction parlementaire avérée des Insoumis, avec un nombre d'amendements que si nous avions voulu les examiner les uns après les autres, nous y étions à Noël, en examinant aucun autre texte. Donc, il y a eu une obstruction manifeste et le gouvernement a utilisé une procédure démocratique puisqu'elle figure dans notre Constitution. Moi, je voudrais quand même qu'on sache bien de quoi on parle. Lorsqu'on applique la règle de droit, lorsque l'on respecte nos institutions, c'est par essence démocratique. Et puis, la France insoumise, ils ont beau jeu parce qu'ils invoquent nos institutions ou la règle de droit quand ça les arrange, et quand ça leur est
à leurs yeux défavorable, cela devient antidémocratique. Mais on peut aller au-delà de la France insoumise, Madame la Présidente. Quand on regarde les cortèges, quand on écoute les gens qui manifestent, ils disent aussi le véhicule législatif était contraint, texte budgétaire, 50 jours pour faire la navette. Et au Sénat, vote bloqué, 44-3. Retour à l'Assemblée nationale, 49-3. Si on regarde les choses, j'imagine que vous-même, vous êtes avant tout parlementaire. Bien sûr. C'est pas l'idéal pour vous. C'est pas ce pourquoi vous avez signé au début, si? Alors moi, j'ai signé pour m'engager, pour être utile et pour servir mon pays et pour servir mes concitoyens. C'est pour ça que je me suis engagée. Là, vous me parlez de procédure. Je ne me suis pas engagée pour une procédure. C'est une procédure qui bloque les débats parlementaires, qui les raccourcit, qui les contraint. C'est faux. Elle ne bloque pas les débats parlementaires. Ce qui bloque les débats parlementaires, c'est l'obstruction parlementaire. Donc il n'y a aucun problème avec l'usage du 49.3. Aucun problème. Non, mais là, on parle de la procédure qui a été choisie par le gouvernement, c'est-à-dire un projet de loi rectificative de la sécurité sociale. Cette procédure qui a été choisie donne le temps du débat, et le temps qui a été alloué au débat à l'Assemblée et au Sénat est un temps qui, lorsque l'on regarde, quand on comptabilise les heures, est un temps très classique pour une réforme des retraites. Donc il n'y a pas de raccourcissement de ces débats. J'ajouterais qu'au Sénat, les débats ont été jusqu'à leur terme, qu'il y a eu un vote au Sénat, et que par ailleurs, lorsque les parlementaires se sont réunis dans une commission mixte paritaire, ils sont parvenus à un accord et ils ont voté pour cet accord à une large majorité. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de vote. Il y a eu des votes au Sénat et en commission mixte paritaire. Il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée. Il n'y a pas eu de vote final à l'Assemblée nationale. Il y aura un vote final demain de 2 motions de censure qui ont été déposées. Mais pour qu'on comprenne bien ce que vous dites, vous ne regrettez pas l'usage du 49.3 par le gouvernement? Alors ça n'est pas ce que j'ai dit. Je regretterais toujours qu'on n'ait pas pu arriver à un consensus et qu'on n'ait pas réussi à créer une large majorité autour de cette réforme qui est une réforme nécessaire. Nous avons essayé, puisque, rappelez-vous, replaçons-nous un petit peu en arrière. Je faisais partie de ceux qui se sont opposés à ce que l'on mette un amendement dans le budget de la sécurité sociale. Parce que, à l'époque, et je n'étais pas seule, je pensais qu'il fallait laisser le temps de la négociation sociale et du débat politique. Le gouvernement a pris ce temps. Il y a eu ces négociations sociales avec Olivier Dussopt, les syndicats. Il y a eu le temps politique et le texte qui est aujourd'hui adopté en CMP n'a rien à voir avec le texte qui aurait pu être adopté ou présenté à l'automne dernier. CMP, c'est commission mixte paritaire. Voilà, excusez-moi. L'âge a changé, nous ne sommes plus à 65 mais à 64 et il y a eu un certain nombre d'avancées qui sont dues aux discussions avec les syndicats et aux discussions avec les forces politiques de notre pays. Donc on ne peut pas dire que tout cela n'a pas marché. Qui, à la fin, vous a contraint, ou a contraint le gouvernement à avoir recours au 49.3 ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? On a le sentiment parfois quand on écoute les interviews des ministres, que ce soit à la télévision, dans la presse écrite, qu'au fond, c'est de la faute des Républicains, c'est de la faute parfois des responsables syndicaux qui ne sont pas responsables, mais le gouvernement n'a aucune responsabilité. Moi, je pense qu'on a tous notre part de responsabilité, et c'est ce que j'expliquais au début. Moi, je pense que sur ce type de réforme qui concerne l'ensemble de la population, nous aurions dû réussir à créer du consensus. Nous ne l'avons pas fait, mais j'ai envie de vous dire, la faute à tout le monde, la faute aux syndicats, la faute à toutes les forces politiques, la faute au gouvernement, ma faute aussi. Je pense qu'on a tous une part de responsabilité à ne pas avoir réussi à créer du consensus. Mais je pense que nous n'avons vraiment pas été aidés, et je reviens à la France insoumise, à ceux qui ont joué l'obstruction, parce qu'ils ont empêché l'Assemblée nationale de remplir pleinement sa mission, de débattre, et du débat naît le consensus. Mais est-ce que Madame et là, Brand-Pivet, on a une vraie faille, parce que pendant les 15 jours à l'Assemblée nationale où nous avons examiné ce texte, malheureusement, nous n'avons eu que peu de débats, nous avons eu beaucoup de monologues. Et je crois que là, il y a vraiment un manque qui nuit à la fin, parce que nous n'avons pas utilisé cette période de 15 jours à l'Assemblée nationale pour réussir à créer une plus large adhésion à notre réforme des retraites. Mais les amendements participent du même fonctionnement que le 49.3. Ils sont une arme légale. Et d'ailleurs que la majorité a utilisé elle-même à plusieurs moments, je ne vais pas entrer dans le détail, mais a fait sauter un amendement pour faire tomber tous les sous-amendements, etc., etc. Enfin, cette tactique parlementaire, vous la maîtrisez mieux que personne. Ils l'ont utilisée comme vous l'avez utilisée. C'est pour ça que je vous disais que finalement, c'est assez... il
il faut noter, et c'est assez cocasse de les voir arguer du fait qu'ils ont le droit d'amender, de suramender, de déposer des milliers d'amendements, et que ça, c'est constitutionnel et que c'est leur liberté de parlementaire, et que quand on utilise une autre arme, un autre outil constitutionnel tel que le vote bloqué ou le 47.1, là, ça devient antidémocratique. La Constitution n'est pas à la carte. La Constitution, c'est un ensemble de règles qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir un pays avec des institutions qui sont solides, qui résistent à toutes les crises politiques, aux crises sociales, qui permettent de fonctionner aujourd'hui, comme on le voit, avec une majorité relative. Et la Constitution, on ne choisit pas les articles de la Constitution qui nous conviennent et ceux qui ne nous conviennent pas. On verra dans la suite de cet entretien si les institutions vont permettre de fonctionner pendant les 4 années qui viennent dans le contexte actuel. Mais l'utilisation du 49.3, est-ce que c'est une défaite? Je ne parle pas de qui gagne le bras de fer. En tant que parlementaire, vous faites la loi pour tous les Français. Est-ce que ce n'est pas une défaite en 49.3? C'est la défaite de l'absence de consensus. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que finalement, en utilisant un outil procédural tel que le 49.3, nous n'avons pu que constater que nous n'avions pas réussi à emporter un large consensus sur cette réforme des retraites. Maintenant, je vous dirais quand même que c'est un outil qui existe depuis l'origine. Il a été pensé par le général de Gaulle. C'est un outil... À une autre époque, hein, évidemment. À une autre époque, oui, mais qui a été utilisé à une centaine de reprises. Il a été pensé pour 2 choses. Pour faire face à de l'obstruction et pour faire face à une situation de majorité relative. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette situation-là. J'ajoute, pour terminer, qu'il a été utilisé par toutes les forces politiques de notre pays, qu'elles soient de droite ou qu'elles soient de gauche, et qu'enfin, nous avons révisé à 24 reprises la Constitution, et que personne, quel que soit son bord politique, n'a jamais proposé de le supprimer. Oui. Si je vous demande si vous voulez d'un super pouvoir, il y a peu de chances que vous me disiez non, j'en veux pas. Donc ce sont les mêmes qui aujourd'hui en critiquent l'utilisation qui l'ont utilisé précédemment. Donc il y a aussi un peu une espèce de tartufferie dans tout cela. La Constitution, c'est pas quand ça vous arrange. C'est pas quand ça vous arrange. Une question très précise sur la succession de réunions qui ont eu lieu à l'Élysée jeudi avant la décision d'aller au 49.3. Ce que l'on sait à travers les coulisses, c'est que notamment la première réunion le matin même, aux alentours de 8h15, vous étiez une des seules à plaider tout de suite pour utiliser le 49.3, alors même qu'autour de la table, les autres interlocuteurs, eux, disaient il faut aller au vote, il faut qu'on prenne le risque. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire d'avoir la présidente de l'Assemblée nationale qui très tôt disait il faut aller au 49.3, il ne faut pas risquer d'aller au vote? Alors effectivement, à 8h15, j'étais à l'Élysée. Nous étions quelques-uns autour du président de la République à réfléchir. Moi, je n'ai pas coutume de relater des conversations que nous pouvons avoir dans ce type de cadre, mais je pourrais vous indiquer que je n'étais absolument pas la seule à porter cette voix-là. Par exemple, Aurore Berger, autre parlementaire, qui elle disait il faut aller au vote, il faut prendre le risque. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on entend beaucoup chez les parlementaires qui sont frustrés, déçus, qui disent mais on aurait presque préféré perdre, mais on aurait voulu aller au vote plutôt que ce 49.3 soit utilisé. Non, mais je comprends la frustration de ces parlementaires, de la présidente du groupe Renaissance, de ne pas avoir réussi à aller au vote. Maintenant, moi, j'ai considéré en mon âme et conscience que nous ne pouvions pas, sur une réforme de cette importance, pour notre pays, pour notre jeunesse, pour l'ensemble de nos retraités, de nos futurs retraités, que nous ne pouvions pas prendre le risque d'une défaite. Et donc, effectivement, moi, j'ai plaidé assez tôt pour ce recours. Mais ça n'est jamais de gaieté de cœur, vous savez. Mais je crois qu'il faut aussi, par moment, et c'est la fonction qui est la mienne aujourd'hui, savoir prendre, en tout cas conseiller des décisions qui ne sont pas les plus faciles, mais qui paraissent être juste pour son pays. Oui, alors cet argument, il est repris par à peu près tous les personnages importants de la majorité. Bruno Le Maire, ce matin dans la presse, il a redit à midi à la télévision. Sauf que face à cet argument, il y a les images que l'on voit depuis tout à l'heure, mais que l'on voit depuis jeudi et que l'on voit depuis 2 mois. En fait, il y a une majorité de Français, selon tous les instituts de sondage, d'ailleurs c'est assez rare qu'il y ait une forme de consensus à ce niveau-là, les Français ne veulent pas de ce texte. Et le pire, c'est qu'ils l'ont très bien compris. Et ils ont compris les enjeux, mais ils vous disent non, on n'en veut pas. Donc, à la fin, est-ce que vous dites aux Français, non mais vous n'avez pas compris?
Je ne dis jamais ça aux Français. Alors s'ils vous disent qu'ils n'en veulent pas, et vous continuez de dire, mais attendez, c'est très très important. Mais où est le hiatus alors? Mais parce que nous sommes dans une démocratie, nous sommes dans une démocratie représentative et un pays ne se gouverne pas sur la foi des sondages. Il y a les manifestations aussi, Madame Braun-Pivet. Oui, non, mais c'est pour ça il faut entendre ce que nous disent nos concitoyens à travers les sondages, à travers les manifestations, mais un pays ne se gouverne pas à coups de sondages. Mais vous l'avez vraiment entendu, ce que vous disent les Français? Mais bien sûr, mais bien sûr. Pourquoi le texte a évolué? Si nous avions été sourds, le texte qui est soumis au Parlement demain, ce serait exactement le même, ce serait la même copie que celle qui avait été présentée par le gouvernement. Si nous étions sourds, nous ne le sommes pas. Le texte a évolué. Mais il n'a pas évolué sur les 2 points de cristallisation principaux. Vous le savez, c'est 64 ans et 43 annuités. Mais ça ne passe pour personne. Mais les 43 annuités, cette réforme, elle a été faite avant nous par la gauche. Non ? Oui, mais vous n'avez pas fait changer les choses. On l'a accéléré, mais ça n'est pas une réforme qui arrive comme ça aujourd'hui. C'est une réforme qui a été faite par la gauche auparavant. Quand nous sommes dans le programme présidentiel du président Macron, nous étions à 65 ans. Pourquoi nous sommes passés de 65 ans à 64 ans? Nous avons bien écouté. Nous avons écouté les syndicats, nous avons écouté les Français. Enfin, les syndicats disaient on ne veut pas du report de l'âge. Ils ne demandaient pas qu'on passe de 65 à 64. Après, il y a ce qu'on appelle une négociation. Nous avions un objectif qui était d'arriver à l'équilibre du système en 2030. Nous pensions au départ qu'il fallait aller jusqu'à 65 ans. J'observe que d'autres candidats à la présidentielle, notamment Valérie Pécresse, portaient également cette même réforme, François Fillon avant elle, etc. Et que en dialoguant avec les syndicats et en écoutant les Français, nous avons ramené cet âge de 65 ans à 64 ans. En écoutant les syndicats et les Français, nous avons apporté des modifications Madame à ce Braun-Pivet, texte. je pense Donc vous ne pouvez pas dire que nous avons été je pense qu'il y a des gens ça n'est pas exact. Madame la Présidente, je pense qu'il y a des gens qui vous écoutent là et qui doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter? Parce que les syndicats vous ont dit depuis le premier instant, nous ne voulons pas des 64 ans. Vous avez réussi quelque chose que personne n'avait réussi depuis 12 ans. Vous avez créé un front intersyndical qui n'a pas bougé depuis le début de ces négociations. Il y a des millions de Français dans la rue depuis 2 mois. Et vous dites aux Français ce soir, nous avons écouté, nous avons évolué. Il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'autre côté. Mais certains Français et certains syndicats auraient voulu que nous abandonnions purement et simplement cette réforme. Ça n'a pas été le choix que nous avons fait parce que nous souhaitons pérenniser le système des retraites et nous voulons que nous pensons que pour le pérenniser, il faut qu'il soit à l'équilibre, que nous ne pouvons pas avoir durablement un système des retraites qui est déficitaire. Je rappelle, 150 milliards de déficit les Français l'ont entendu, sur les 10 madame. prochaines années. Ils l'ont entendu, vous le savez. Les Français l'ont entendu. Les Français ne veulent pas qu'on baisse les pensions. Les Français ne veulent pas qu'on touche à leur pouvoir d'achat et ils ont raison. Donc nous ne pouvons pas augmenter les cotisations. Donc dites-moi, quelle est l'autre façon de pérenniser le système, de garder l'équilibre de notre régime de retraite. Alors moi je n'ai pas de solution. Moi, j'ai pas de solution à vous proposer. Payer les pensions de nos compatriotes sans qu'elles baissent. Mais l'opposition vous en fait des propositions. L'opposition dit, LFI par exemple, puisque M. Bompard était sur ce plateau il y a quelques instants, LFI dit, nous c'est 60 ans et nous avons un schéma de financement de ce système. Moi, ce schéma de financement, moi je ne l'ai pas vu. En tout cas, le peu que j'en ai entendu n'est pas crédible. Parce qu'il repose sur des rentrées financières qui ne sont pas stables, qui ne sont pas stabilisées, type des taxations, des super-profits, etc., qui peuvent varier. Donc vous ne pouvez pas assurer la pérennité d'un système, la pérennité financière d'un système sur des ressources qui sont variables. Et par ailleurs, moi, ce que je pense profondément, c'est que nous ne pouvons pas durablement financer notre système social sur de la dette. Nous avons aujourd'hui une dette publique qui atteint près de 3 000 milliards d'euros. 3 000 milliards d'euros. Nous devons investir sur l'ensemble de nos services publics. Nous en parlons régulièrement. C'était l'argument du président de la République qui a d'ailleurs dit si on va au vote et qu'on perd, on prend un risque important économique, financier. C'est pas ça que je dis. Non, mais c'était aussi l'argument utilisé par le président de la République. Ça, vous comprenez que les Français puissent se dire, mais c'est quoi? Il y avait une sorte de chantage, c'est-à-dire si jamais on retirait, on prenait un risque financier, les taux d'intérêt allaient augmenter. Le sujet, catastrophique. Le sujet, il est surtout comment on finance aujourd'hui nos services publics,
la justice, notre armée, notre hôpital, notre école, si on ne fonctionne qu'avec de la dette. Ça ne marchera pas. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, prévoir un système des retraites qui soit pardonnez-moi de vous interrompre, Madame de Braun-Pivet, façon intrinsèque et de pouvoir, à côté, avec d'autres ressources, financer nos services publics, c'est ce qui me paraît être une gestion saine de nos pouvoirs publics. Donc, ça veut dire qu'on est arrivé là, à ce moment précis de nos vies, au bord du précipice ? Parce que Emmanuel Macron a été élu en 2017, il y a eu la crise Covid, il y a eu le quoi qu'il en coûte, 600 milliards d'euros injectés dans l'économie. Ça a été plutôt salué par ailleurs d'un bord de l'autre de l'hémicycle, donc il n'y a pas de débat là-dessus. Mais donc aujourd'hui, il fallait absolument faire cette réforme là, en 2023, sinon la note de la France allait être dégradée, sinon plus rien ne fonctionnait, sinon on ne pouvait plus rien financer. Ça n'est pas ce que je dis. Non, mais ce que vous disiez, Benjamin, c'est que le tableau est très catastrophiste dans la façon dont vous présentez les choses. 3 000 milliards de dettes, oui. C'est catastrophique. Oui, mais ça date pas d'il y a 6 mois. Non, ça date pas d'il y a 6 mois. Mais la crise Covid s'est invitée parmi nous, et vous l'avez rappelé, c'est 600 milliards d'euros le quoi qu'il en coûte, mais qui nous a permis de sauver nos entreprises, nos emplois et de soutenir tous nos petits commerçants et toute notre économie et finalement de permettre à notre pays de rester debout. Maintenant, il faut regarder cette situation de façon lucide et moi, je pense que nous ne pouvons pas accepter durablement d'avoir un système de retraite auquel nous tenons particulièrement tous, qui soit durablement déficitaire. Ça Donc, n'est pas Madame acceptable. Braun-Pivet, vous ne reculerez à aucun moment. C'est-à-dire que... il n'y aura pas de susmulgation. Pas de susmulgation. Pour reprendre le mot inventé en 2006. Exactement. Certains espèrent un scénario à la 2006 avec le contrat première embauche qui avait été voté, promulgué, puis suspendu. Certains qui manifestent, on le voit d'ailleurs à l'image, continuent à espérer que le gouvernement finissent par reculer. Vous nous dites jamais il n'y aura aucun recul sur ce texte de la part du gouvernement. Écoutez, il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas le gouvernement. Je suis la présidente de l'Assemblée nationale. Bien sûr. La majorité. Mais là, nous sommes dans un processus qu'on va laisser aller à son terme. C'est-à-dire que demain, il y aura des motions de censure et le texte sera réputé adopté si ces motions de censure sont rejetées. Donc nous verrons bien après l'instant de... Je crois qu'il y aura des recours au Conseil constitutionnel, la promulgation. Donc nous allons laisser le processus démocratique se poursuivre jusqu'à son terme. Mais ce qui est certain, c'est que, et ça, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très important, c'est que finalement, cette réforme des retraites, elle nous a dit quoi ? Elle nous a montré très crûment que la vie au travail n'était pas égalitaire, que les carrières des femmes n'étaient pas... Ça nous a rappelé, je pense que beaucoup le savaient identiques. avant même le débat sur les retraites. Non, mais je pense que ça l'a mis en lumière. Que les carrières des femmes étaient plus souvent hachées, plus souvent les salaires étaient inférieurs, que les femmes s'arrêtaient davantage pour élever les enfants, pour s'occuper d'un proche handicapé, etc. Qu'elles étaient plus souvent soumises au temps partiel contraint. Nous le savions tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque tout d'un coup, on s'occupe du moment de la retraite, finalement, ça apparaît plus crûment. Vous saviez, Madame Braun-Pivet, que le quotidien des éboueurs, par exemple, était très compliqué et que ça sentait très mauvais et qu'ils portaient des charges lourdes, etc. et qu'ils devaient 2 ans de plus, du coup, faire ça. Mais on le sait tous. C'est pareil pour les égoutiers, c'est pareil pour d'autres métiers. Il faut regarder à quel âge ils ont commencé. Ils ont des critères de pénibilité. Donc, a priori, des personnes qui ont toute leur carrière été dans ce type de métier ne partiront pas à 64 ans. Non, c'est plutôt pour eux. C'est de 57 à 59. Mais c'est 2 ans de plus. Mais c'est pour eux. Non, mais vous venez de dire 64 ans. Vous venez de le dire. Et vous savez que j'ai dit 2 ans de plus. Vous avez parlé de 62 à 64. Ça n'est pas exact. Il y a 4 personnes sur 10... 57 à 59 pour les éboueurs. Mais c'est 2 ans de plus. Mais c'est 2 ans de plus comme l'ensemble de la population française. C'est le principe de cette réforme. Il faut travailler plus. Il faut travailler plus pour que notre système de retraite soit à l'équilibre, et c'est-à-dire qu'il puisse perdurer. C'est ça l'objectif de la réforme. Les images, si vous nous rejoignez, que vous voyez en haut à droite de votre écran, c'est le centre de la capitale, les Halles. Donc on est vraiment au cœur de Paris. Il y a une mobilisation. On a vu quelques charges policières il y a quelques instants, mais dans l'ensemble, ça a l'air de bien se passer pour l'instant. Évidemment, on sera alerté s'il y a quoi que ce soit. On a vu une mobilisation à Lyon tout à l'heure, également à Nice, devant les bureaux d'Éric Ciotti qui ont été vandalisés la nuit dernière. Je voudrais maintenant vous faire écouter Jean-Luc Mélenchon, Madame Braun-Pivet. Il a parlé de vous à la mi-journée. Peut-être l'avez-vous déjà entendu. Non. Il n'a pas du tout été tendre. Écoutez.
Nous avions, nous, le droit de déposer notre motion et le Rassemblement national a magouillé avec les macronistes et la présidente de l'Assemblée nationale qui, d'un seul coup, a changé à nos yeux complètement, parce que c'est plus la présidente de l'Assemblée nationale, c'est un chef de bande macroniste. Elle est complètement en dessous de ce qu'ont été tous les présidents de l'Assemblée nationale. Et elle a magouillé pour faire que le Rassemblement national... Jean-Luc Mélenchon... Et là, pardon, mais et pourquoi ils ont fait ça? Pour que vous puissiez derrière passer en disant alors, vous votez pas la motion, ou bien alors vous votez avec le Rassemblement national. Il faut qu'on marque une pause et c'est raté votre truc. Madame Le Pen, c'est raté. Votre campagne à la noix ne marche pas, vous nous intimidez pas. Comment vous réagissez à ça, Madame Braun-Pivet? Bien que le débat politique ne permet pas tout. Je suis une élue de la nation. Je crois que Jean-Luc Mélenchon ne l'est plus. J'ai été élue par mes pairs, présidente de l'Assemblée nationale. Je préside cette Assemblée de façon très impartiale et surtout très respectueuse de nos règles. Et moi, j'ai envie de vous dire, je crois que ces hommes et ces femmes politiques nous font du mal, mais collectivement. Moi, on s'en fout. Vraiment, il peut s'attaquer à moi, qu'il n'hésite pas, ça m'est égal. Mais ils font du mal à notre démocratie. Quand il y a des décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale dans une instance qu'on appelle la conférence des présidents, qui regroupe l'ensemble des partis politiques, ces décisions sont par essence démocratiques. Ce ne sont pas des décisions unilatérales de ma part, ce sont des décisions qui sont votées par les présidents de groupe qui sont présents dans cette conférence des présidents. Et pour tout vous dire, en conférence des présidents, je n'ai pas le droit de vote. Je n'ai pas le droit de vote. Donc, faire croire que dans les instances de l'Assemblée nationale, nous magouillons, faire croire que j'utilise les pouvoirs qui me sont conférés par mes collègues députés à des fins politiques ou politiciennes, c'est abîmer une fois de plus, mais comme les Insoumis le font depuis le début du mandat, c'est abîmer notre institution. Et c'est grave. Et c'est très grave, et c'est dangereux pour la démocratie. Et il faut que nos concitoyens voient bien ce qui est en train de se passer. Ils piétinent les règles de notre institution. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon ou des Insoumis, d'une façon générale, à la demande, j'imagine, de Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il enfreigne notre règlement, lorsqu'il arbore une écharpe de parlementaire, celle qui nous rend si fiers de représenter les Français, et lorsqu'il l'arbore et qu'il met un pied sur la tête d'Olivier Dussopt, lorsqu'il le traite d'assassin, lorsqu'il chahute, lorsqu'il crie, lorsqu'ils empêchent la Première ministre de parler, lorsqu'il, encore jeudi soir, lorsqu'un député insoumis dit à un autre député « ta gueule », ça n'est pas acceptable, c'est dangereux. Et que Jean-Luc Mélenchon, qui a été ministre, qui est un éminent homme politique de notre pays, joue à ça, attise ça, c'est grave. Madame Braun-Pivet, à la mi-journée, Bruno Le Maire expliquait, en réagissant notamment à ce qui était arrivé à Éric Ciotti, c'est-à-dire le fait que sa permanence ait été caillassée, il disait, il parle d'Éric Ciotti, il parle également de la coupure de courant au domicile de Bruno Retailleau, il dit « la faute à tous ceux qui alimentent la violence verbale ». Est-ce que de la même manière, comme Bruno Le Maire, vous faites une sorte de continuum entre cette violence verbale et ce qui est arrivé, la coupure de courant chez Bruno Retailleau, la permanence d'Éric Ciotti caillassée? Est-ce qu'au fond, vous considérez que voilà, cette violence verbale, ce que dit Bruno Le Maire, ça peut arriver chez les Insoumis, que tout ça est lié? Oui, parce que, en fait... Donc il y a une forme de responsabilité de la part de ceux qui font preuve de violence verbale? Il y a une responsabilité de la part de ceux qui soufflent sur les braises, bien sûr. Il y a une responsabilité chez ceux qui trouvent des excuses à ceux qui exercent une violence. Moi, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon s'exprimer sur la permanence d'Éric Ciotti. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Ah, mais je n'ai pas entendu Éric Ciotti lorsque telle ou telle permanence a été... » Mais quel rapport? La violence, on la condamne à 100%. À 100%, tout le temps. Dans quel pays vous voulez vivre? Dans un pays où les élus risquent leur peau, risquent leur vie parce qu'ils s'engagent? Moi, je ne les rends pas publics. Mais jeudi, j'ai reçu à ma permanence une lettre manuscrite absolument ignoble. Ignoble.
Je ne l'ai pas rendu public parce que je n'ai pas souhaité faire de la publicité à cet Juste, individu. Jean-Luc Mélenchon a aussi dit, évidemment, qu'aucun d'entre nous ne peut approuver l'attaque d'une permanence parlementaire, mais il a aussi dit que, je cite Éric Ciotti, est fort mal placé pour se plaindre. Voilà, c'est ça. Simplement donc à chaque fois, il y a une, vous voyez, à chaque fois, il y a une bonne raison pour finalement excuser, amoindrir, atténuer. Donc il y a une complaisance avec ces violences de Jean-Luc Mélenchon? Je le crois profondément. Je le crois profondément. Et lorsque je vois une partie de ces parlementaires, des parlementaires qui sont issus de son mouvement à l'Assemblée nationale, je ne suis pas loin d'en être très convaincue. Nous allons un instant retrouver notre équipe qui est au Halles, dans le centre de la capitale, pour nous raconter ce qui s'y passe. Sur les images qui nous parviennent, les choses ont l'air calmes. Est-ce qu'il y a du monde? Racontez-nous. Écoutez, la manifestation n'a pas pu vraiment véritablement démarrer puisque dès le départ, après s'être rassemblés devant le centre commercial des Halles, les manifestants ont été bloqués par les forces de l'ordre, que ce soit les gendarmes, les policiers de la BRAV, de la brigade de répression de l'action violente, et également les CRS qui sont présents ici. Nous nous trouvons là actuellement dans la rue Montmartre, qui est vraiment juste à côté du centre commercial. Il y a également la rue Montorgueil, où les manifestants ont commencé à entrer, mais à chaque fois, ils ont été bloqués. Et pour l'instant, on assiste en fait à une grande nasse dans ces deux rues avec des manifestants qui sont bloqués. Ils ne sont pas très nombreux, ils font quelques centaines à peine, donc c'est beaucoup moins qu'hier. On avait compté jusqu'à 4000 personnes place d'Italie. Et vous l'entendez, ils continuent de chanter des slogans. Là, actuellement, c'est un slogan anticapitalisme, mais également de chansons contre Emmanuel Macron. Ils font également référence à cette réforme des retraites, à ce 49.3 depuis tout à l'heure. Ça se passe globalement dans le calme parce que pour l'instant, les policiers, les forces de l'ordre n'ont pas fait usage de gaz lacrymogène. Ils n'ont pas, il n'y a pas eu vraiment de charge à proprement parler contre les manifestants. C'est simplement les policiers qui se positionnent pour les empêcher de continuer à manifester. On n'a pas vu non plus pour l'instant de jet de projectiles. Donc les manifestants sont bloqués par les forces de l'ordre juste à côté du point de départ de la manifestation, qui était, je vous le rappelle, au centre commercial des Halles en plein cœur de Paris. Merci beaucoup. Vous nous tenez au courant évidemment de ce qui se passe et la façon dont les choses évoluent. Madame Braun-Pivet, il y a ces mobilisations. Ce que nous disait Monsieur Martinez, Philippe Martinez à la mi-journée, c'est que elles vont continuer jusqu'à jeudi, qui sera, l'espère l'intersyndicale, le point culminant jusqu'à maintenant de cette mobilisation. Cette mobilisation, elle est un peu sans précédent depuis un moment. Elle traduit sans doute le mécontentement des Français dont nous avons entendu parler. Donc, la question de Benjamin tout à l'heure, et que je reformule un peu différemment, mais c'est, vous dites, si demain les motions sont rejetées, fermez le banc, c'est terminé, quel que soit le niveau de mobilisation? Mais à nouveau, je pense que moi, je reste dans mon champ. Moi, au niveau du Parlement, demain, si les motions de censure sont rejetées, les textes seront considérés comme adopté. Après, il y aura un recours probablement au Conseil constitutionnel. Après, moi, je pense qu'il faut que le président de la République, que la première ministre, le ministre du Travail, regardent la situation et voient comment nous arrivons à trouver une issue. Vous attendez que le président de la République prenne la parole? Il est dit qu'il pourrait parler la semaine prochaine. Est-ce que vous attendez qu'il y ait une forme de... tout simplement déjà de réaction au 49.3 et que le président donne des explications? Je crois que c'est toujours important. La Première ministre est venue jeudi soir sur les plateaux pour pouvoir expliquer. Il faut s'adresser aux Français. Donc si le président fait le choix de s'adresser aux Français, évidemment que cette parole est bienvenue, j'irai même plus loin. Elle est nécessaire lorsque l'on sent qu'il y a ce niveau de tension dans le pays et qu'il y a cette crispation qui existe et qu'il ne faut pas nier ni minimiser. Il est important que le président, qui est le seul élu qui a été élu par l'ensemble des Français, puisse s'adresser à la nation pour indiquer quel est le chemin qu'il souhaite emprunter dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir, bien sûr. L'Institut ELAB nous rappelait hier qu'il y a un de ses électeurs sur deux, un des électeurs d'Emmanuel Macron sur deux, qui est opposé également à cette réforme. Avant d'être présidente de l'Assemblée nationale, vous êtes une élue du territoire des Yvelines. Tout à fait. Vous les voyez, les gens sur place. J'imagine que vous n'avez pas non plus tous les jours que des bravo, c'est formidable, tenez bon. Alors j'en ai, et heureusement, parce que c'est important aussi.
parce qu'on se sent soutenu. Mais il y a eu, et surtout pendant tout le processus d'adoption du texte, beaucoup de questionnements sur des points, sur les carrières longues, sur les droits des femmes. Les questionnements des Français se retrouvent dans tous les partis politiques, évidemment. Mais à ces questions, j'espère que nous avons réussi à apporter des réponses sérieuses. Mais à nouveau, moi je crois profondément qu'on ne peut pas demander au régime des retraites, finalement, d'effacer tout ce qui s'est passé pendant les carrières des gens. Et là, on voit bien qu'il y a, et nous avons collectivement, du travail à faire sur les conditions de travail, sur le rapport au travail, sur la pénibilité, sur les carrières des femmes, sur l'égalité salariale. Et donc là, il est important que... dans le calendrier qui sera celui que fixera le président de la République, sa première ministre, etc. Mais je pense qu'il est important que nous ouvrions tous ces chantiers fondamentaux pour nos compatriotes. Il n'aurait pas fallu le faire avant ça ? Mais... Parler de la relation au travail, de la pénibilité, etc., peut-être avant de dire aux gens, voilà quel est le texte sur la réforme des retraites. Je crois pas. Je crois qu'il était important d'apurer financièrement et surtout de sécuriser l'aboutissement d'une carrière professionnelle qui est la retraite. Savoir que c'est très important que chaque Français puisse se dire, moi, que je prenne ma retraite dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'en aurai une. C'était ça notre objectif. Et ça l'est toujours. Il est important que chaque Français ait confiance dans le système. Et moi, je ne veux pas léguer à mes enfants un système de retraite qui soit déficitaire et qu'en plus, on ne cesse d'augmenter la dette qu'ils seront obligés de rembourser. Ça ne serait pas vraiment un cadeau qu'on leur ferait. Donc les images toujours du direct, les Français qui se mobilisent, donc on l'a dit depuis 2 mois, on suit évidemment ce qui se passe. Et demain, BFM TV, comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose de cet ordre, sera mobilisé toute la journée, toute la soirée, pour rendre compte, raconter. Une journée qui sera décisive à l'Assemblée nationale. Les élus que tout le monde regarde, ce sont les élus, les Républicains. Ce sont eux qui ont la décision entre leurs mains, par leur vote, demain, cette motion de censure. Les élus républicains qui ont été, j'allais dire tancés, mais ça voudrait dire qu'il y a un lien de hiérarchie, qui ont plutôt été attaqués assez nettement par Elisabeth Borne, d'abord à la télévision, par Bruno Le Maire ce matin. Vous allez nous dire ce que vous en pensez dans un instant, Madame la Présidente, mais avant ça, on va écouter Aurore Berger. C'est la patronne du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'elle dit des élus, les Républicains. Mais pour vous dire vraiment les coulisses, on va tout se dire. Quand à la fin, vous avez des députés LR, parce que c'est arrivé, qui viennent frapper à la porte de Matignon en disant « Moi, finalement, je suis prêt à voter la réforme. Par contre, vous mettez 170 millions d'euros sur la table pour faire un contournement autoroutier. » C'est dans ce sens-là que ça s'est fait. Heureusement que le gouvernement a dit non. Heureusement qu'à un moment, on a des gens responsables et une première ministre qui dit « Mais attendez, on est chez les fous. » Vous demanderez au LR, ils savent pertinemment qui chez eux est venu frapper à notre porte pour demander ce genre de choses. Est-ce que c'est le meilleur moyen de se les mettre dans la poche en vue du vote de demain, ça ? Alors, il ne s'agit pas de se les mettre dans la poche, vous savez, il s'agit demain que chacun soit en face de ses responsabilités. Est-ce que demain, en votant la motion de censure et donc en faisant tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne, est-ce que les Républicains ont le souhait de s'allier avec le Rassemblement national et la France insoumise pour proposer une majorité de substitution? Non mais c'est d'accord, mais là on parle d'Aurore Berger qui, au fond, c'est quasiment une sorte d'humiliation, une façon de les humilier ou d'essayer d'expliquer que ils ont volontairement voulu être achetés. Est-ce que, ce que vous demande Jean-Baptiste, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que c'est une bonne façon de faire à la veille d'une motion de censure? Et dans l'absolu d'ailleurs. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que les Républicains nous ont manqué. Ils ont signé un accord en commission mixte paritaire, ils ont voté un texte au Sénat et il s'est avéré qu'à l'Assemblée nationale, ils n'étaient pas en capacité d'assumer ce vote en commission mixte paritaire et leur vote au Sénat. Donc, c'est qui ces députés, les Républicains, vous savez? Ces députés les Républicains qui, soi-disant, ont donc appelé en demandant de l'argent pour un contournement... Non, alors ça, je ne suis au courant de rien de tel, donc je ne peux pas... Parce que ce que disent aussi ces députés les Républicains, c'est que pour certains, ça s'est passé à l'inverse. C'est-à-dire que c'est parfois des conseillers parlementaires, des ministres qui les auraient appelés eux directement en disant, au fond, si vous nous assurez ce vote-là, on pourra regarder ce qu'on peut faire dans la circonscription. C'est-à-dire
l'exact inverse de ce que dit Aurore Berger. Écoutez, moi, vous savez, ce que disent les conseillers, ce que disent les gens en coulisses et sous le sceau de l'anonymat, je n'y prête jamais beaucoup d'attention. Des députés l'ont dit sur ces plateaux-là, hein, ce n'est pas sous le sceau de l'anonymat, en l'occurrence. Est-ce que c'est pas finalement louable que des parlementaires votent en leur âme et conscience et pas uniquement sur une directive d'un patron de groupe? Parce que vous dites, ils nous ont manqué, mais ils vous ont manqué. En tout cas, certains ont décidé de voter, d'autres ont décidé de ne pas le faire. Oui, mais vous savez, c'est louable de voter en son âme et conscience, et c'est même heureux. Mais vous savez, en politique, hein, il faut aussi avoir la cohérence dans ses convictions. Et c'est là que le bas blesse. Parce que moi, j'ai regardé des déclarations dans le passé de certains de ces parlementaires qui se sont opposés farouchement à un rallongement de l'âge de la retraite, et qui, il y a quelques années, prenaient exactement l'inverse. Considéraient qu'il fallait absolument augmenter l'âge de la retraite, qu'aujourd'hui, il fallait, compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie, travailler plus, etc. Moi, je crois que lorsque l'on est parlementaire, lorsqu'on fait de la politique, il faut avoir de la cohérence, de la constance. Et ça, ces parlementaires, les Républicains, ils se sont engagés derrière Valérie Pécresse, qui portait le repoussement de l'âge légal à 65 ans. Mais vous savez pourquoi ils ont voté contre? Non, mais vous pouvez pas. Eux ont dit le processus ne nous a pas respectés. Ouais, mais alors ça, c'est pas vraiment ça. Je trouve que c'est. C'est ce qu'ils disent. Oui, mais ça, c'est une excuse. J'ai envie de vous dire une excuse à 2 balles. Moi, quand vous vous engagez pour la retraite à 65 ans, c'est quelque chose que porte votre famille politique depuis toujours. C'est ce qu'a porté votre famille politique au Sénat. C'est ce que portent vos chefs de parti, et vous vous dédouanez en disant mais la méthode m'a pas plu. Non, s'il vous plaît, soyons sérieux. Vous craignez demain que ces motions de censure, ou en l'occurrence la motion de censure qui est susceptible de réunir le plus, c'est-à-dire celle du groupe Lyotte, vous craignez qu'elle soit adoptée et que le gouvernement tombe? Est-ce que ça vous paraît un scénario plausible? Écoutez, moi je n'aime pas faire de pronostics parce que justement chaque parlementaire vote en son âme et conscience. Maintenant, moi je pense que comme il n'y a pas d'alternative autre que celle de la majorité que nous représentons aujourd'hui, je pense qu'il serait extrêmement dangereux d'associer ces voix pour voter une motion de censure contre le gouvernement. Je rappelle que depuis le début de la mandature, avec justement ce gouvernement, avec une méthode forgée autour du compromis, autour de la concertation, notre Assemblée, avec le Sénat, a réussi à adopter 20 textes. Oui, enfin sur les textes importants, ça marche pas. Hein. Mais si, ça marche. Bah non, sur les retraites, ça n'a pas marché. Oui, mais ça n'a pas marché sur les retraites, mais ça a marché sur tous les textes qui étaient relatifs au pouvoir d'achat que nous avons votés à l'été et qui ont permis à nos compatriotes d'avoir une hausse limitée des prix de l'énergie, d'avoir des ristournes sur l'essence, etc. Nous avons réussi à trouver du consensus. Quand il s'agit de faire des chèques, c'est sûr que c'est plus facile de trouver des alliés. Nous venons de trouver un consensus sur le texte concernant les énergies renouvelables pour permettre leur déploiement. Nous venons de voter un certain nombre de textes, des courts textes, mais sur les violences faites aux femmes, sur la protection des enfants, des textes votés à l'unanimité. Donc nous arrivons à faire fonctionner la machine Assemblée nationale. Maintenant, il y a effectivement des textes pour lesquels nous n'y arrivons pas, et le texte pour les retraites, comme le budget, en sont un bon exemple. Et je le regrette, évidemment, parce que nous devons finalement, nous, hommes et femmes politiques aujourd'hui, jeter toutes nos forces dans la bataille pour réussir à travailler ensemble dans le sens de l'intérêt général. C'est pour ça que moi je me suis engagée en politique derrière Emmanuel Macron. Moi je crois profondément dans la capacité des uns et des autres à se retrouver. 19h45, nos équipes en direct des Halles, où il y a du monde aux abords. Donc les marches que vous voyez, si vous n'êtes pas parisien, elles conduisent aux Halles, qui est donc cet endroit central, qui est un nœud ferroviaire également pour venir de la grande banlieue et de la proche, d'ailleurs, banlieue. Là, voilà les rues adjacentes qui desservent différents quartiers du 2e arrondissement. Nos équipes sont sur place. Il y a pas mal de monde sur ces images. Il y a plusieurs centaines de personnes. Là, vous avez la rue Montmartre à l'image, avec une première nasse, les gendarmes d'un côté, des policiers de l'autre qui sont en train de se rapprocher et de bloquer de ce côté-là, en tout cas plusieurs dizaines de personnes. Et si on bascule sur la droite, vous serez sur la rue Montorgueil, où là aussi c'est l'endroit où le cortège a voulu s'élancer tout à l'heure, mais dès le début, puisqu'il s'est lancé juste du centre commercial qui est à peine à 50 mètres derrière nous. Ils ont été bloqués là aussi par des policiers de la Brave et également des gendarmes que vous voyez à l'image. On est donc en présence de 2 nasses de part et d'autre de ces 2 rues et de plusieurs centaines de personnes qui restent bloquées et qui du coup ne peuvent plus manifester et qui depuis quelques minutes sont en train de chanter quelques chansons qu'on avait déjà l'habitude d'entendre à l'époque des Gilets jaunes en 2019
des chansons à l'encontre du chef de l'État, également des allusions à l'utilisation du 49.3. Et donc depuis quelques minutes, depuis maintenant même peut-être plus d'une demi-heure, cette manifestation est complètement bloquée et ne peut pas évoluer dans les rues de Paris comme certains de ces manifestants souhaitaient le faire. Merci beaucoup, vous nous tenez au courant. Évidemment, je profite d'avoir la présidente de l'Assemblée nationale pour clarifier les choses pour nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Demain, donc, vous nous confirmez que ce sont uniquement les députés qui votent cette motion qui vont s'exprimer, c'est ça? On ne vote pas contre, on vote uniquement pour une motion. Exactement. Donc les deux motions vont être examinées à partir de 16h à l'Assemblée nationale. Il y a à peu près 2h30 de temps de parole, ce qui permet et au gouvernement et aux porteurs de la motion et à chaque groupe politique de s'exprimer, donc d'exprimer la position de son groupe. Et ensuite, les motions sont mises aux voix successivement dans l'ordre des dépôts. Et donc la première à avoir été déposée, c'est celle menée par le groupe Lyotte. Donc elle sera mise au vote en premier. Puis j'annoncerai le résultat. Et ensuite, je mettrai au vote la motion déposée par le Rassemblement national. Et effectivement, il faut qu'il y ait une majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale qui votent pour la motion, pour que celle-ci soit adoptée et que, dans ces cas-là, le gouvernement sa responsabilité soit mise en jeu. Je m'arrête sur cette phrase précise parce que je crois qu'elle est très importante. La majorité de l'Assemblée nationale présente ou la majorité absolue, c'est-à-dire 287 voix? Non, 287 voix, la majorité absolue de l'Assemblée. Vous craignez est-ce que éventuellement il pourrait y avoir des députés de la majorité qui votent cette motion de censure? Parce que certains étaient mal à l'aise avec cette réforme des retraites. Est-ce que c'est quelque chose de totalement inenvisageable ou alors est-ce que vous le craignez? Un député de la majorité qui vote une motion de censure contre le gouvernement ne fait pas partie de la majorité. Au moins, c'est très clair. Madame Braun-Pivet, encore un ou deux mots justement du fonctionnement de l'Assemblée nationale, puisque vous présidez à ces débats. Il y a eu beaucoup de choses depuis le début de cette législature. Vous avez parlé du comportement des LFI, il n'y a pas eu que. On a vu des ministres parfois faire des sudoku, parfois faire des bras d'honneur. Quel regard vous portez sur ces comportements-là? Écoutez, moi j'en appelle souvent au respect. Je trouve que ces comportements ne sont pas respectueux, de l'institution, de l'Assemblée nationale en tant que telle, ne sont pas respectueux des Français qui nous ont élus et qui attendent, je crois, mieux de leurs élus, et qui ne sont pas respectueux finalement de nous. Vous voyez, quand un élu insulte un autre élu, c'est, je trouve, une dégradation profonde de notre système démocratique. Donc moi, j'ai une attitude extrêmement ferme. Je n'ai pas hésité à chaque fois à prononcer des sanctions. Oui, il y a eu 2 exclusions votées par le bureau, 2 sur 3 sous la Ve République, donc c'est quand même... Et alors, pour tout vous dire, ces exclusions sont proposées par le bureau, mais sont votées par l'Assemblée nationale. Vous avez dû voir ces images, c'est l'Assemblée nationale qui vote. Ça a beaucoup de force, parce qu'il y a des comportements qui sont intolérables dans notre enceinte et qui nous choquent tous, quels que soient nos bords politiques. Un tout dernier mot, alors ça peut paraître plus anecdotique, mais ce papier est paru il y a un mois, il m'a marqué sur le fonctionnement de l'Assemblée, la buvette. On a appris il y a un mois que le bureau de l'Assemblée s'était saisi du problème d'alcoolisme dans l'hémicycle. Ça n'est pas un problème d'alcoolisme. Non, en tout cas de consommation excessive d'alcool. Mais le bureau de l'Assemblée nationale... Mais c'est vrai, vous le confirmez? Mais on en a discuté, mais vous savez que c'est au sein du bureau qu'on a décidé d'imposer à nouveau le port de la veste dans l'Assemblée nationale, parce qu'on a dû en arriver là. Parce qu'au début du mandat, il y avait des gens qui venaient dans l'Assemblée, dans l'enceinte de l'hémicycle, en jean, en basket et en sweat à capuche. Mais c'est la consommation excessive d'alcool qui pourrait... Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que juste par rapport à la question de Jean-Baptiste, est-ce que c'est selon vous, la consommation excessive d'alcool qui pourrait expliquer un certain nombre de comportements qu'on a pu voir pendant la discussion sur les retraites ou autre? Je crois pas. Non, d'accord. Mais c'est résolu, ça. Elle reste exceptionnelle. Mais ce qui est important, finalement... La consommation excessive ou les comportements? Non, mais c'est que vous voyez que notre Assemblée fonctionne de façon très démocratique. Nous avons des instances collégiales où tous les groupes sont représentés et tous les sujets peuvent y être abordés. Et ça, je crois que c'est très important et très rassurant pour nos concitoyens.